Dans le monde financier, on parle souvent d'algorithmes, de stratégies, de techniques, de prévisions, de modèles, de prédictions, mais on oublie souvent que derrière les investissements sur les marchés boursiers, il y a un facteur humain. On oublie très souvent ce facteur humain, et il peut pourtant avoir un impact considérable sur nos décisions d'investissement. C'est justement là qu'intervient la finance comportementale. Cette théorie est passionnante à étudier et elle nous éclaire de manière énorme sur les biais cognitifs qui sont à l'œuvre sans qu'on en soit réellement conscient et qui dictent nos réactions et, in fine, nos investissements et nos arbitrages. La finance comportementale, elle s'intéresse à la façon dont nos émotions, nos biais cognitifs ou nos réactions émotionnelles, nos intuitions, notre instinct presque, vont dicter notre comportement sur les marchés financiers. Ce sujet, en réalité, il est fondamental pour bien comprendre les dynamiques du marché, et donc pour faire de vous un meilleur investisseur ou une meilleure investisseuse. C'est vraiment crucial, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger, et au contraire, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et étudier si on veut devenir plus performant par rapport à nos investissements. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est ce qui se situe au cœur même des décisions de toutes les personnes qui sont en train d'investir au moment où je vous parle sur la planète. Ça me paraît intéressant de partager avec vous dans cette vidéo ce thème et d'essayer de décortiquer comme ça les grands principes de la finance comportementale, parce que finalement, bien comprendre chacun de ces points, c'est optimiser nos investissements, c'est prendre conscience des pièges émotionnels dont on est tous victimes, pour éviter de tomber dedans et donc pour tirer tout le potentiel de nos choix d'investissement sur le long terme. Le fondement de cette théorie de la finance comportementale consiste à remettre en question l'idée classique que les investisseurs sont des êtres parfaitement rationnels, logiques et cohérents. En réalité, les investisseurs et les investisseuses, ce sont des êtres humains. Et donc ils ne sont pas forcément rationnels, logiques et cohérents. C'est ce qu'ont démontré les deux chercheurs Daniel Kahneman et Amos Tversky, que notamment nos choix sont influencés par des biais psychologiques, dans notre vie quotidienne, en permanence. Je vous renvoie à nouveau vers le livre qui condense tous les résultats des études de ces chercheurs, Système 1, Système 2, livre de Daniel Kahneman, qui est par ailleurs prix Nobel d'économie. Et donc ces chercheurs, ils nous montrent que ces pièges, ces biais psychologiques, ces raccourcis mentaux, si vous voulez, que notre cerveau va faire de manière totalement inconsciente, en fait, ils nous amènent souvent à dévier de la rationalité. Ça nous emmène vers des réactions émotionnelles qui sont complètement décorrélées d'un choix purement logique qu'on aurait pu faire si on n'avait pas eu ces biais émotionnels. Donc toute l'idée qui est derrière la finance comportementale, c'est de comprendre pourquoi et comment ces biais influencent nos choix, puisque à partir du moment où on comprend ça, eh ben forcément on peut désamorcer ces pièges dans notre cerveau. C'est vraiment, si vous voulez, comme l'analogie d'une illusion d'optique. Il y a une illusion d'optique assez connue où on a, vous savez, deux traits qui sont parallèles avec des flèches ouvertes et des flèches fermées. On vous demande quel est le trait le plus long, et vous allez avoir tendance à voir tout de suite un des traits beaucoup plus long que l'autre, et en réalité, ces deux traits, ils sont exactement de la même taille. Ça, c'est une illusion d'optique très connue, et ce qui est assez génial, c'est une très bonne manière d'expliquer en fait les biais psychologiques. C'est comme ça d'ailleurs que débute le livre de Daniel Kahneman, avec cette illusion précise, puisque après il nous invite à prendre une règle, à mesurer les deux traits, et on constate de manière très rationnelle que effectivement ces deux traits font la même taille, puis on enlève la règle et on re-regarde cette image, et on continue de percevoir un trait plus long qu'un autre. Ce qui veut dire que même quand notre cerveau a constaté par lui-même la preuve d'un biais, et bien même après cela, l'illusion d'optique perdure. Et donc le cerveau continue de percevoir les deux traits comme étant de tailles différentes. Et bien c'est exactement le même mécanisme qui est à l'œuvre sur les biais cognitifs, sauf que cette fois-ci c'est plus des illusions d'optique, ce sont des illusions mentales. Et elles vont affecter notre perception de nos choix financiers, notre perception de l'évolution d'un cours, notre perception de l'urgence de vendre à un moment donné, ou notre perception de ne pas trop acheter à un moment donné, alors que très souvent, c'est exactement la réaction inverse qu'il faudrait faire. On va voir ça en détail dans un instant, quand on va lister tous les biais cognitifs majeurs qui sont au fondement de la théorie de la finance comportementale.
Alors dans cette vidéo, j'ai choisi de vous prendre les 4 plus gros et plus importants biais cognitifs qui sont décortiqués dans la finance comportementale. Ils sont tous les 4 très intéressants à regarder. Et si vous prenez conscience de chacun de ces 4 points, vous allez nécessairement améliorer votre gestion de votre portefeuille au long terme. Premier biais comportemental, l'aversion aux pertes. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos précédentes. C'est un des thèmes vraiment fondamentaux de la finance comportementale. Et l'aversion aux pertes, c'est l'idée que notre cerveau, intuitivement, va être beaucoup plus impacté psychologiquement, négativement, lorsqu'il subit une perte, qu'il ne sera impacté positivement lorsqu'il obtient un gain. Donc on a tendance à ressentir la douleur d'une perte de manière plus forte, plus intense, que le plaisir d'un gain équivalent. En gros, pour le dire très simplement, si vous vous promenez dans la rue et que vous trouvez un billet de 100 € par terre, vous allez être content, vous allez le prendre, vous allez le mettre dans votre poche, et ça va vous générer un petit peu de plaisir. Maintenant, imaginez que le lendemain, vous sortez votre portefeuille pour payer quelque chose, et un billet de 100 € tombe sans que vous vous en aperceviez, et vous rentrez chez vous, vous réalisez à ce moment-là que vous avez perdu 100 €. Eh bien, vous allez être beaucoup plus triste ce jour-là que vous n'étiez heureux la veille quand vous aviez trouvé ce billet. Pourtant, c'est exactement la même somme. Dans un cas, vous la gagnez, dans l'autre, vous la perdez. Ce biais, il nous pousse, en tant qu'investisseur, à prendre des décisions irrationnelles. Par exemple, on va vendre un actif beaucoup trop tôt, parce qu'on voit une chute et notre ligne dans notre portefeuille apparaît en rouge, et on a peur que la chute se poursuive, et on va vendre beaucoup trop tôt, c'est une surréaction émotionnelle, alors que peut-être que ce qui se passe est une simple fluctuation du marché, et que quelques jours, ou quelques semaines, ou même peut-être quelques mois plus tard, cette perte sera complètement effacée par un rebond. Le deuxième biais cognitif, c'est la réaction excessive ou insuffisante. Quand on a des nouvelles informations, en tant qu'investisseur, on peut avoir tendance à réagir de manière exagérée. Et c'est ça qui va en fait entraîner des mouvements de prix amplifiés. A l'inverse, on va pouvoir aussi sous-réagir en négligeant des données essentielles. Par exemple, une mauvaise nouvelle, elle pourrait provoquer une chute brutale des marchés, tout simplement parce qu'il y a cette fameuse surréaction émotionnelle qui intervient, et tout de suite, la peur, l'aversion à la perte, c'est connecté, fait que énormément d'investisseurs vendent immédiatement, ils sortent du marché, parce qu'ils ont peur que la chute soit beaucoup plus profonde dans les jours qui suivent. A l'inverse, on a aussi une sous-réaction aux bonnes nouvelles. Il y a d'ailleurs une étude qui s'appelle Moving Average Distance qui repose précisément sur cette sous-réaction aux bonnes nouvelles. Elle consiste à faire un rapport entre deux moyennes mobiles sur un cours, et quand ce rapport est très élevé, de la moyenne mobile court terme sur long terme, l'étude montre qu'on a là un détecteur de sous-réaction des investisseurs à une bonne nouvelle. On peut tout à fait utiliser cet indicateur technique comme critère d'investissement pour faire du trading à moyen terme, donc sur quelques mois ça fonctionne, et cette technique, c'est une application directe de ce biais cognitif de la sous-réaction à la bonne nouvelle, puisque en gros elle montre que lorsque la nouvelle tombe, les investisseurs commencent à investir sur l'action, mais beaucoup trop peu par rapport au potentiel réel, et ça se confirme dans le temps, quelques mois plus tard, l'étude se base sur des périodes de 6 mois à 9 mois, eh bien on voit que pour toutes celles qui avaient cet indicateur de valeur élevée, le cours fait une surperformance par rapport aux indices dans cette période de 6 à 9 mois. Ce qui montre qu'avec le temps, le marché réalise le gain réel qui est lié en fait à l'annonce qui était tombée auparavant. Donc si on veut résumer, on a un biais cognitif qui nous fait surréagir sur les mauvaises nouvelles et sous-réagir sur les bonnes nouvelles. Le troisième biais cognitif qui nous impacte tous, c'est le comportement grégaire, c'est-à-dire le fait qu'on va suivre les mouvements de foule. On est des êtres humains, et les êtres humains sont des êtres sociaux. Ça se manifeste notamment dans nos décisions d'investissement. Si on voit que tout le monde achète du Nvidia, on va avoir envie d'acheter du Nvidia. Tout ça, c'est connecté à un phénomène assez connu, qu'on appelle le FOMO, en anglais le Fear of Missing Out, et en français,
la crainte de rater une opportunité. Tout le monde vous parle d'NVIDIA, tout le monde vous dit que c'est un carton plein, ou tout le monde vous parle du Bitcoin par exemple, tout le monde vous dit que c'est un carton plein, on vous parle de gens qui sont devenus millionnaires en quelques jours, etc. Tout ce genre de buzz autour de vous finit par vous insuffler l'idée que vous êtes en train de rater l'opportunité du siècle. Tout de suite, vous vous dites, moi aussi je veux en être, il faut que je rejoigne le groupe, et là, vous vous mettez à acheter telle ou telle action. Alors il y a un petit adage dont on parle souvent, quand votre boulanger commence à vous parler du Bitcoin, c'est que c'est le moment de vendre le Bitcoin. Eh ben c'est un petit peu ça aussi ce que nous dit le comportement grégaire dans la finance comportementale, c'est qu'il faut se méfier. Si jamais vous avez envie d'acheter une action parce que tout le monde vous en parle, et parce que vous avez peur de rater cette opportunité, c'est peut-être l'indicateur que c'est pas un bon critère pour rentrer. Voilà, donc le comportement grégaire, c'est ce qui nous pousse en tant qu'investisseurs à suivre la tendance. Et c'est justement ce qui peut entraîner l'apparition de bulles spéculatives. Alors c'est d'ailleurs un grand thème en ce moment, est-ce que l'IA est une bulle spéculative? Eh ben quand on pose cette question, finalement, on est en train de s'interroger sur le fait, est-ce qu'il n'y a pas un comportement grégaire en ce moment autour de toutes ces actions de l'IA? Est-ce bien rationnel de capitaliser autant les entreprises qui investissent sur l'IA? C'est une véritable question, personne n'a la réponse à ce jour, c'est uniquement l'avenir qui nous le dira. Peut-être que ce n'est pas une bulle, peut-être qu'effectivement le monde dans lequel nous sommes en train de rentrer sera entièrement gouverné par l'IA, c'est possible, c'est même, à mon avis, et ça ne vaut que ce que ça vaut, très possible, mais peut-être aussi qu'on va avoir une très grosse désillusion, et que le monde va rentrer dans une gueule de bois de l'IA, et que là, la bulle va éclater, et que tout va s'effondrer. Donc résister à ce biais, ça nécessite de cultiver une approche analytique, froide. Bienvenue sur Cold Invest. C'est exactement ce que j'essaye de développer dans toutes les vidéos de la chaîne. À partir du moment où vous allez créer un contexte, une structure, un cadre, où vous allez définir des critères stricts que vous allez vraiment respecter pour vos décisions, pour vos investissements, pour vos arbitrages, à quelle fréquence vous vendez, etc. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai publiées sur les 5 erreurs et les 5 conseils pour améliorer votre gestion au quotidien, c'est typiquement ce genre de choses. Et bien à partir du moment où vous mettez tout ça en place, vous êtes en train de désamorcer, notamment, le comportement grégaire. Parce que vous n'allez plus du tout répondre aux FOMO, vous allez répondre à vos critères à vous. Et ça va énormément vous protéger. C'est comme si vous étiez en train d'établir un bouclier autour de vous, une muraille qui ne laisse pas passer les biais cognitifs et l'esprit grégaire. Et le quatrième biais cognitif, qui est très 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 subtil mais très important à comprendre, c'est celui qu'on appelle l'ancrage. L'ancrage, c'est le fait de s'attacher mentalement à une valeur donnée. Je vous donne un exemple hyper concret, hyper simple. Vous allez dans un supermarché, il y a une télé à vendre, vous voulez acheter une télé. Et là, sur l'étiquette du prix de la télé, c'est écrit 1990 €, c'est rayé en rouge, et en dessous, en noir, c'est écrit 1490 €. Le marketing vous a ancré dans la tête que la valeur de cette télé, c'est 2000 €, 1990. Mais il vous la vend à 1500, 1490. Vous êtes ancré sur un prix de référence, 500 € plus cher que sur le prix auquel on va vous vendre cette télé. Vous en avez conscience, mais le biais intervient quand même. C'est exactement comme avec l'illusion d'optique dont je parlais dans l'intro. Vous avez mesuré les lignes, vous avez constaté qu'elles font la même taille, et pourtant vous les percevez de tailles différentes. C'est exactement le même mécanisme qui est à l'œuvre, et là, vous ne pouvez pas enlever de votre tête l'idée que vous allez gagner 500 € si vous achetez cette télé. Or, si le magasin la vend à 1490 €, c'est qu'il fait toujours de la marge sur ce prix. Il gagne toujours de l'argent. Donc probablement que la vraie valeur de cette télé, c'est au moins 1490 €, et à ce prix, c'est toujours une affaire pour le magasin de la vendre. Donc finalement, ce 1990 €, il ne sert à rien, si ce n'est à vous faire croire que vous faites une bonne affaire. Eh bien, il y a exactement la même chose, le même phénomène qui s'opère sur les actions. Et là, l'ancrage le plus commun, le plus connu et le plus vicieux, parce que vraiment, on en est tous victimes, au moins quand on débute et pendant un certain temps,
C'est l'ancrage au prix d'achat de l'action. Je suis sûr que si vous regardez cette vidéo, vous avez ressenti ça. Vous avez acheté une action, elle est perdante depuis 2 ans, au hasard Air France. Vous ne pouvez pas enlever de votre esprit la moins-value que vous faites, parce que vous êtes vraiment fixé sur le fait que vous avez acheté cette action 12 € et qu'aujourd'hui elle en vaut 8. Et encore 12 €, je suis sympa, parce que peut-être que vous l'avez acheté 20 € cette action. Vous êtes ancré à 20 €. Mais c'est pas ça la question. La question qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui elle vaut 8 €, combien est-ce que je pense qu'elle vaudra dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans? C'est ça la seule question qui compte. Le fait que vous ayez perdu ou que vous ayez une valeur inférieure ne doit pas rentrer en compte en réalité. Si vous répondez à la question « elle vaut 8 €, mais je ne vois vraiment rien qui justifie d'acheter Air France à 8 € aujourd'hui, parce que je ne vois pas pourquoi elle passerait à 14, à 15, à 18 ou à 30 € dans les années qui viennent, je ne vois aucun potentiel sur cette action », mais arrêtez la réflexion là, et vendez toute la ligne. Pourquoi gardez-vous cette ligne si vous n'avez aucune perspective pour cette action? Eh bien, vous la gardez parce que vous voulez vous refaire. Vous vous dites qu'il y a une chance qu'elle remonte. Et mon prix d'ancrage de 22 €, je veux le rattraper. Eh bien ça, c'est un biais cognitif terrible. J'en ai parlé également dans les erreurs à éviter. C'est un biais cognitif terrible puisqu'il va faire qu'on va avoir tendance à garder dans notre portefeuille nos lignes perdantes. Et ça, c'est vraiment statistique. Plus le temps va passer, plus la probabilité qu'on ait une ligne perdante apparaisse sera grande, et comme on va être influencé par ce biais, on va pas vendre nos perdants, et donc plus j'étire le temps, et plus j'ai des lignes perdantes, et plus elles sont perdantes. C'est donc une catastrophe pour le long terme et pour la performance long terme de votre portefeuille. Donc pour résumer, l'ancrage, il survient lorsqu'un investisseur se fixe sur un point de référence. Et typiquement, ce que j'expliquais à l'instant, ça va être le prix d'achat d'une action. On a énormément de mal à ajuster notre jugement par rapport à ce prix d'achat, à ce prix d'ancrage, même si les circonstances changent. Peut-être que quand j'ai acheté Air France, je voyais du potentiel. Moi, je vous prends mon exemple personnel. J'ai acheté Air France juste après le Covid. J'étais convaincu que le trafic aérien allait reprendre d'ici quelques années et que c'était une affaire d'acheter Air France à ce moment-là. Je me suis complètement trompé, et je suis pas le seul, et j'ai gardé Air France pendant des années, à cause de cet ancrage, et à cause aussi de cette aversion à la perte, c'est un petit peu interconnecté. J'aimais pas perdre, donc je voulais me refaire, je voulais garder l'action pour qu'elle remonte. J'étais complètement enfermé dans ces biais, en fait. Puisque, finalement, en prenant du recul, je voyais pas de potentiel pour Air France. Et donc les circonstances ont changé. Malgré la reprise du trafic aérien, l'action n'a rien fait du tout. Au bout d'un moment, il fallait prendre du recul et se dire, mais finalement, le prix d'achat que j'ai fait, il compte pas. Ce qui compte, c'est quel est le potentiel et quelle est ma conviction sur le futur de cette action. Donc voilà les 4 biais cognitifs principaux de la finance comportementale. L'aversion aux pertes, la réaction excessive ou insuffisante, le comportement grégaire ou le fear of missing out, et l'ancrage. Si vous comprenez bien ces 4 points, que vous les identifiez, alors vous allez pouvoir très facilement les désamorcer en mettant en place des structures pour les éviter. Donc si on résume, comment la finance comportementale peut améliorer votre stratégie d'investissement? Eh bien, je vois 3 points pour résumer un petit peu ce que j'ai développé dans cette vidéo. La première étape, elle est essentielle, c'est prendre conscience de l'existence de ces biais. Prendre conscience que vous aussi, vous êtes impacté par ces biais. C'est tout simplement votre nature humaine qui fait ça. C'est extrêmement profond, c'est complètement ancré dans notre cerveau depuis la nuit des temps en réalité. Donc prendre conscience que ces biais existent, c'est déjà reconnaître leur existence et c'est le début du désamorçage. À partir du moment où vous allez prendre conscience de ces biais, que vous en êtes victime, vous allez commencer un chemin pour optimiser vos investissements. Il y a 3 stratégies pour vraiment bien mettre tout ça en place. Premièrement, restez calme et discipliné. J'ai envie de dire, gardez votre sang-froid. Un investisseur à long terme subit moins de pression mentale que le trader actif. Et ça, c'est crucial. Placez-vous dans une approche long terme. Qu'est-ce que j'entends par là? Minimum 6 mois, au grand minimum 6 mois. Et idéalement,
placez-vous dans des perspectives qui se comptent en années pour vos investissements. Rien qu'en faisant ça, vous allez diluer la fluctuation des marchés, vous allez diluer la volatilité et vous allez énormément diminuer l'impact des biais émotionnels dont on a parlé tout à l'heure sur vous. C'est une forme de tranquillité d'esprit qui va s'installer. Par exemple, si vous définissez uniquement 2 jours dans l'année, les Rebalance Days, où vous avez le droit de vendre des actions, et que en dehors de ces 2 jours, vous ne pouvez absolument rien vendre, vous avez de facto éliminé la surréaction et la vente panique. Ça n'existe plus. Un cours est en train de chuter, c'est pas votre problème. Voilà, vous verrez ça dans 3, dans 4, dans 5 mois, au moment où vous ferez votre Rebalance Days. C'est ce genre de choses qui va vous amener une tranquillité d'esprit et un sang-froid, et qui va énormément vous calmer par rapport à toute l'excitation des cours de bourse quotidiennes. Le deuxième conseil, c'est de diversifier votre portefeuille. La diversification, elle permet, et c'est démontré par des études, de répartir le risque, de diluer le risque. Diversification bien faite. J'en ai parlé également dans des vidéos précédentes. Mécaniquement, vous avez un effet composé qui s'opère quand vous avez plusieurs lignes et que vous avez diversifié votre portefeuille, notamment le diversifier en termes d'actions, mais aussi le diversifier en classe d'actifs. Ne prenez pas que des actions. Au sein des actions, ne prenez pas que du stock picking, prenez des ETF. En plus de vos actions, prenez peut-être du fonds euro, prenez des obligations, prenez peut-être des SCPI. Diversifiez aussi vos types d'investissement. Et tout ça, ça dilue complètement votre risque. Vous obtenez des classes d'actifs qui ne réagissent pas pareil aux événements et vous stabilisez votre portefeuille. Et si vous stabilisez votre portefeuille, vous atténuez la pression mentale que vous subissez lorsqu'il y a de la volatilité. Et enfin, la troisième règle, et j'en ai déjà parlé en réalité, c'est de se fixer des règles d'investissement. Adoptez une structure, une stratégie. Choisissez comment faire et quand faire. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. À partir du moment où vous allez définir des règles, que vous allez les mettre en place et vous y tenir, vous allez nécessairement vous améliorer. Pourquoi ? Parce que vous allez éliminer les réactions émotionnelles. C'est pour ça que c'est vraiment passionnant la finance comportementale, parce que ça nous apprend à prendre conscience de nos réactions émotionnelles. Et ça va même au-delà de l'investissement. À partir du moment où vous prenez conscience de tout ça, dans votre vie de tous les jours, vous allez réagir différemment. Quand vous allez discuter avec un ami, avec un collègue, avec un membre de votre famille, vous allez très certainement commencer à détecter un biais cognitif qui est à l'œuvre dans votre discussion, chez cette personne ou chez vous-même. Et là aussi, vous allez commencer à désamorcer les choses. Et vous allez prendre conscience que parfois on surréagit d'une manière émotionnelle à des choses qui ne le mériteraient pas. Et donc c'est vraiment extrêmement enrichissant de se pencher sur ce thème et bien au-delà de nos investissements. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, pourquoi pas laisser un petit pouce, ça permet d'aider la vidéo à être un petit peu plus visible sur YouTube. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, je vous mets le lien juste ici pour vous abonner. Merci et à bientôt sur Cold Invest pour une prochaine vidéo.